libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, sur 89,4 MHz. Je dis ça parce que j'oublie tout le temps, et il y a des camarades animateurs qui n'oublient jamais de préciser que c'est sur le 89,4 MHz. Par contre, sur le web, tu connais toi, mon Jean, l'adresse web pour écouter l'émission? Non, bon, on est aussi... J'ai un trou. Oui, non, j'avoue que j'ai un trou. Et quand Jean J'aurais préféré que tu ne me poses pas la question. Et quand Jean a un trou, croyez-moi, c'est un trou. Ouais, c'est un gouffre. C'est un gouffre sans fin. Que dis-je? Et la 174e d'Aroracay pour le mardi 9 octobre 2012. Pour une émission dont le titre, le thème de notre genre s'intitule « Rien n'est jamais acquis ». Voilà, ça me rappelle quelque chose, une chanson de Brassens. Absolument. Oui, mon Jean. Tu peux nous en dire un peu plus? Non. non, bien sûr. On commencera par un texte de Robert Desnos, écrit sur les peintres, à la manière d'ailleurs d'autres émissions qu'on a faites récemment, Apollinaire ou René Crevel la semaine dernière. Desnos aussi s'est compromis du côté de la peinture. On va pas se priver de vous lire quelques extraits tout à l'heure. Voilà, puis on parlera d'artistes que sa fantaisie a distingué. Sur avec comme animatrice Piquicou, qui est à la régie, comme vous le savez, à la programmation musicale. Notre Jean que vous venez d'entendre, notre commis à l'histoire de l'art et qui prépare ses thèmes d'émission. Il nous enfile une partie du bébé, il partage, c'est un partageux, lui. Il est pas pour concentrer tous les pouvoirs dans ses grandes mains. Voilà. Ah, c'est joliment dit. Oui, l'artiste, c'est pas le cas partout. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui s'approprient tous les mérites et tout. C'est pas le cas dans cette émission. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche bien entre nous. L'artiste, pour l'artiste dans la société, où est-il donc? Vous savez bien qu'on le cherche toujours dans la société, et on le trouve en dehors de celle-ci la plupart du temps. L'artiste et l'engagement politique, là aussi, on les cherche, les positionnements politiques des rapins. L'artiste et la religion. Oh, la religion, là. Ah, d'ailleurs, notre Jean, ce matin, nous a parlé d'un bouquin concernant Bernadette Soubirous. Un bouquin de 500 pages qu'il a réussi à lire. Écrit par un auteur juif. Comment il s'appelle, cet auteur, mon Jean? Franz Werfel. Franz Werfel. Franz Werfel. Tu peux nous en dire un peu sur lui, là? C'était intéressant, ce que tu as raconté. Pourquoi il a écrit ce bouquin? Enfin, son petit périple entre l'Allemagne et Lourdes, quoi. Oui, c'est un lettré juif qui faisait partie du cercle des intimes de Thomas Mann, pour n'en citer qu'un, et qui a fui, évidemment, l'Allemagne au moment le pire, où les nazis commençaient leur œuvre de mort, et il a cherché en fait à rejoindre l'Espagne en traversant la France pour pouvoir ensuite embarquer pour les États-Unis. Et puis en fait, il a été bloqué à la frontière espagnole un bon moment. Il a donc passé à Lourdes un temps considérable, et pour tromper l'attente, il s'est un petit peu renseigné sur les mœurs, coutumes locales et tout, puis il a découvert ou réactivé l'histoire de Bernadette Soubirous, et il a été touché en fait par cette histoire. Il a compris en tant que juif, puisqu'il n'était pas lui catho. Voilà, exactement, que toute la dimension magique qu'il pouvait y avoir dans cette histoire, et donc il s'est fait la promesse que s'il réussissait à rejoindre les États-Unis, la première chose qu'il ferait en touchant le sol américain, ce serait d'écrire la vie de Bernadette Soubirous. Voilà, ça s'appelle Le Chant de Bernadette. Il y a même eu un film. Hollywood a même commis une guimauve de concours sur son texte, mais c'est vraiment très beau texte. Ouais. Voilà, et si Le Jean... Chant de Bernadette. Ouais. Et moi, ça m'a surpris autant que ça doit vous surprendre quand Jean nous en a parlé, mais comme je connais notre Jean, je suppose que ça doit être vraiment, ça doit valoir ça vaut le déplacement. Ouais. Et moi, j'ai lu ça à peu près comme j'avais lu Les Aventures de Robin des Bois par Alexandre Dumas. Et alors, juif, il est resté. Hein. Je précise qu'il s'est absolument pas converti au catholicisme. Oui, surtout d'après ce que tu nous en as raconté, en lisant un texte comme ça,
on peut pas se convertir à la religion catholique. Quand on voit les méthodes qui ont été employées. C'est pas une histoire de religion, c'est pas non plus une histoire de superstition, c'est une histoire de... Voilà, ça raconte ce merveilleux que nous avons tous, ce besoin, je dirais, de merveilleux que nous avons tous plus ou moins profondément ancré en nous. Voilà, et donc ça illustre bien la partie de cette intro sur l'artiste et la religion. Et il y en a toujours qui prient, pour leur carrière. Et je vous en dirai un mot tout à l'heure. L'artiste et la science, on sait qu'il est un peu absent en ce moment. Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit. C'était Les Voleurs, interprétés par le groupe Billy the Kick. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez intervenir pendant les pauses musicales. Là, avec Billy the Kick, c'était les voleurs assez sympathiques. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, ceux dont je vais vous parler tout de suite, et qui
qui volent littéralement, qui arnaquent les artistes, qui se font du gras avec la misère des rapinos, voilà. Et un exemple encore, un nouvel exemple de ces arnaques institutionnalisées, sponsorisées, pas sponsorisées, mais en tout cas avec l'aval ou je sais pas comment on va appeler ça, le support de la Maison des artistes, cette association que vous connaissez, qui sévit à Paris et en France, avec un président emblématique qu'on va citer quand même, Rémi Aron, voilà, qui a un petit blabla sur lui d'ailleurs dans la présentation de cette nouvelle arnaque. Tu m'étonnes. Oui, ça se passera à Montreuil, vous savez, dans la banlieue est de Paris, qui s'intitule Les Hivernales de Paris-Est Montreuil, qui se tiendra dans un espèce de bunker, un palais de je sais pas quoi, des congrès ou je sais pas qui est à Montreuil, avenue de Paris là. Et je vous assure que bon, si effectivement dans ce bunker stalinien, il y a des expositions comme tous les ans le salon du livre jeunesse, ou qui draine effectivement des milliers de baladeurs, ou je sais pas comment on peut les appeler, de visiteurs. Oui, c'est vrai que le salon jeunesse, il a 20 ans déjà à Montreuil, 20 ans d'existence au moins, je crois. Et puis il y a tous les enseignants, les enfants, les écoles, les parents, etc., qui viennent. Donc ça fait du monde. Et cette arnaque des hivernales de Paris-Est Montreuil s'appuie là-dessus, sur cette fréquentation, en tout cas pas que celle-là, mais en particulier du salon du livre jeunesse pour allécher, si on peut dire, ou pour caresser dans le sens du poil l'immense bêtise des rapins, afin qu'ils viennent verser 100 € par œuvre exposée. Il y a même pas de stand, je crois, et de toute façon, si vous voulez être visible dans un machin pareil, c'est pas avec une œuvre exposée à 100 € que vous serez visible. Donc c'est déjà perdu, les 100 €, vous pouvez faire une croix dessus. Si vous exposez le maximum d'œuvres, c'est-à-dire 1200 €, vous risquez d'être un tout petit peu visible, mais là, vous rejoignez tous ces salons bidons, comme le GMAC, comme le truc des Transformers, là, comment ça s'appelle, Dominique, là, au blanc manteau, là, la métamorphose des matériaux. La métamorphose des matériaux. Enfin, il y en a toute une pléiade de choses comme ça, qui font payer, c'est toujours dans le même ordre de prix, 1200, 1500, ça peut aller jusqu'à 2000 €. Voilà, pour des rapinos qui, d'une manière générale, mais très générale, évidemment, on n'a pas des statistiques, mais on a quand même des copains qui exposent régulièrement ces trucs-là. Ils ont du pot quand ils payent leur stand, ils ont un peu plus de pot quand ils ont un petit bonus. De quoi manger une semaine dans la foulée. Voilà, c'est ça. Mais le temps passé à gardienner, etc., parce que c'est même pas gardienner, c'est les rapinos qui vont gardienner leur truc, et 15 jours de gardiennage, pendant ce temps-là, on fout rien. Voilà. Quelle profession pourrait assumer des choses pareilles, quoi? C'est invraisemblable. Voilà. Donc, probablement que ce que je dis là, c'est comme si je sifflais ou je pissais dans le vent, je sais plus comment on dit, parce que je connais nos camarades, hein, il y a plus crédule, ça existe pas. C'est un peu vrai quand même. C'est un peu vrai. Mais que ce soit cautionné en plus par un organisme censé les défendre, qui s'appelle la Maison des artistes, qui se met vraiment en avant pour toutes ces choses-là, je trouve que c'est encore une fois un peu triste, et avec notre gens, ça fait des années qu'on se bagarre contre ces choses-là. Voilà. Alors ça, c'est pour tout de suite, là, mais plus permanent. Il y a une petite maison d'édition, là, dont Artention est un des tenants, qui publie des bouquins. Il y en a un qui s'appelle Où exposer en France. Alors il y a 800 adresses soi-disant sérieuses où les artistes peuvent exposer, mais vous faites pas d'illusions, hein, tout ça c'est payant, c'est pas gratuit. Le bouquin déjà coûte pratiquement 20 €, 19 € et quelques, enfin 20 €. Et puis, pour vous donner une liste d'adresses que vous pouvez trouver sur le site du CNAP, du Centre National des Arts Plastiques, pour gratos, quoi. Voilà, donc ils se font des ronds avec des choses gratos. Alors il y a celui-là, alors c'est non seulement en France, mais en Europe aussi, parce que c'est vrai que les rapins, ils peuvent se balader comme ça dans toute l'Europe, prendre le train, l'avion, la bagnole et tout, ce sont tous des gens aisés. Et puis il y en a un autre, alors là, qui fait encore plus, qui me donne encore plus des boutons, c'est réussir sa vie d'artiste.
artiste, vous voyez. Je veux dire, il y a des gens qui sont capables de vous dire comment réussir quand vous êtes un artiste. Alors quand vous avez lu ce bouquin-là, normalement, c'est le succès assuré après en appliquant probablement les recettes qu'ils vous donnent là-dessus. Je crois que tout ça, ça sent bon l'arnaque. Voilà, on joue sur la naïveté, la misère des artistes, et pour se faire du blé. C'est rien de plus et rien de moins. Attention, un magazine qui propose régulièrement dans ses colonnes d'écarteler les artistes contemporains en place publique, non pas pour le mauvais goût de leurs œuvres, mais c'est pas parce que eux reçoivent l'argent, c'est eux qui reçoivent l'argent, puisque évidemment ils trouveraient ça beaucoup mieux que ça aille dans la poche des artistes que eux-mêmes défendent. Attention, oui. Souchon, Pierre Souchon. Ouais. C'est ça, Souchot, pardon. Souchot, ouais. Pierre Souchot. Ouais. Un critique d'art qui fait payer ses critiques. Voilà. Bon, enfin. Nous, ce qu'on dit à ces mecs-là, c'est que si vous trouvez que les artistes contemporains en ont trop, bah, vous avez qu'à faire mieux qu'eux, c'est tout. Exactement. Voilà. Allez! Tiens, je vais vous parler, moi, de porosité, si tu le veux bien. Toutefois, mon cher Robert, de porosité et de complexe d'Oedipe. Ça me paraît curieux, hein, que j'associe ces deux trucs. Tu vas comprendre. Enfin, on verra à la fin. Si t'as mieux compris. Un petit paplard qui est librement inspiré des propos tenus par un certain Philippe Joseph Salazar, qui est philosophe et rhétoricien. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai entendu, ou sur quelles ondes, forcément celle de Radio Libertaire, puisque je n'écoute que Radio Libertaire. Quel fou. Voilà, l'inénarrable, excusez-moi, j'y reviens souvent, à Jean-François Copé-Collé, au basque du FN. Il le mérite, quand même. Collé au basque du FN, hein. Candidat à la présidence de l'UMP, c'est pas encore fait, hein, cette affaire-là, nous a pondu un livre-programme intitulé pompeusement Manifeste pour une droite décomplexée. Alors si tu veux bien, on va un peu décrypter tout ça. Tu vas voir, c'était assez rigolo. Je suis prêt à tout pour Arracaille. Je me suis fadé les meilleures lignes de ce manifeste pour une droite décomplexée. Ouais, les cernes sous les yeux. Puis j'ai un peu mal au bide en plus. C'est pas bon. Peut-être que je vais trop loin pour cette émission. Je sais pas. Enfin, on verra. Hein. En tout cas, après ce vent nauséabond, je vois mal comment le qualifier autrement, hein, qui aurait fait rougir De Gaulle, figure-toi, mon cher Robert. Hein. Le bon Jean-François pourra-t-il seulement remettre un jour les pieds à Colombey, les deux églises? Je pose très sérieusement la question. Et je m'explique. Le mot droite que le général, je précise au passage, s'est toujours refusé obstinément à prononcer. Hein. Il n'a jamais voulu le dire. Hein. Il se posait plutôt en rassembleur, tu vois, même si c'était quand même une droite vieille France tout à fait respectable. Hein. Ce mot droite, donc, est un lieu commun qui fait partie de notre hyperlangage politique. Hein. Pourtant, il est devenu si opaque qu'on oublie d'où il vient. En fait, l'ironie, c'est que la droite est une pure expression de la gauche, Robert. Ouais, tu savais ça. Et inversement. C'est d'ailleurs assez pratique, hein, puisque ça correspond au plan des sièges à l'Assemblée nationale. T'as remarqué, hein. La gauche est à gauche, le centre est au centre, la droite est à droite et l'extrême... Pas l'extrême gauche, elle n'a jamais été représentée à l'Assemblée nationale. Hein. Mais c'est bel et bien un truc de langage, tu vois, une réflexion politique réduite à des codes barres. Hein, on peut pas le dire autrement. Petite piqûre de rappel, si toutefois, à nouveau, tu n'y vois pas d'inconvénient, mon cher Robert. Hein. Depuis 1789, il existe en France 3 droites. La première, c'est une droite réactionnaire, on peut la qualifier comme ça, anti-républicaine, pas forcément nationaliste comme on le croit trop souvent. Hein. Car le nationalisme, eh oui, ça fait mal, est une idée de la gauche. Hein. La nation est née à Valmy, Robert. D'accord. Ouais. Ni catholique, hein, cette droite, on se souvient en effet que Charles ni catholique, ce qu'on croit aussi trop souvent. Hein, on se souvient en effet que Charles Maurras fut excommunié. Hein. La deuxième, c'est une droite libérale, mi-chèvre, mi-chou, hein, on va dire, celle des rentiers, tu vois, et des commerçants de Balzac ou du Medef, hein, tu vois, ceux qui aiment qu'on leur épingle moult décorations sur la poitrine. Hein. Et la troisième, c'est une droite populiste qui aime avoir un chef à la Bonaparte, hein, qui nous parle sans cesse des valeurs, tu sais, et qui nous fait
régulièrement son petit coup d'État quand la République mérite mieux que ça. Suivez mon regard. Hein. Ça, mieux que ça, évidemment, c'est selon ses propres termes. Hein. Dans les cours de fac de droit de Sciences Po ou dans les prépas HEC, supprimer, supprimer. Les meilleurs de nos grandes écoles. Ouais, à foutre on forme génération après génération ces élites foireuses, les futurs maîtres du pays, avec ces clichés qu'on adapte selon les circonstances. Faut être souple, car les programmes ne savent trop où placer le fascisme français, ni même le général d'ailleurs. Mais grosso modo, le schéma fonctionne, car dans la case première droite, on a pu longtemps coincer le Front National, qui au passage, depuis peu, ne tarit plus d'éloges sur les valeurs de la République. Un virage qui aurait stupéfié les anciens venus d'ordre nouveau, que nous avons combattu, toi et moi, mon cher Robert, du temps de notre prime jeunesse. Enfin, toi, tu continues, moi, j'ai peur de prendre des coups. Oui, c'est ça. Je ne suis pas aussi courageux que toi. Oui, c'est ça. Le courage, c'est d'avoir peur. Deuxième lieu commun de la part de Copé, là ça devient plus intéressant, tu vois. Deuxième lieu commun de la part de Copé après le mot droite, le mot décomplexé. Pour la plupart des gens, tu en seras d'accord, mon cher Robert. Par avance, oui. Par avance. Être décomplexé, c'est ne pas avoir honte de ce qu'on est. T'es d'accord avec moi, voilà, c'est logique, Et puis tu seras d'accord, et tout le monde aussi, pour Copé, on le devine, c'est ne pas avoir honte d'être français. C'est ce qui se cache évidemment derrière cette appellation. Et là, tu en seras d'accord également. Jean, je crois que tu mènes un peu en bateau, là. Je voudrais pas te dire, mais bon. Le complexe absolu, si je te demande, tiens, on va faire un test, je vais te demander le complexe absolu, le premier complexe que je te demande. Pour toi, le premier complexe, c'est lequel? Moi, c'est qu'on me vole mon pain au chocolat à la récré. Non, mais lui, c'est quand même un cas à part. Bon, enfin, pour la plupart des gens, alors on va dire, tout le monde n'en sera donc pas d'accord, c'est pas le petit pain au chocolat, c'est le complexe d'Oedipe. Tu reviens un complexe d'Oedipe. Si je poursuis, un homme de droite sans complexe serait donc un citoyen qui n'a ni honte, ni culpabilité par rapport à l'objet du désir. Tu me suis? Quel est en politique l'objet du désir? Le pouvoir, mon genre. Non. Là, il est sérieux. J'ai cru que tu allais encore me dire, là, le petit pain au raisin, tu vois, le pouvoir. Oui, mon genre. C'est bien, Robert. De quelle honte l'homme de droite décomplexé doit-il se soulager, à ton avis? De la honte de désirer l'interdit. Quel est cet interdit? Se dire de droite. En acceptant le label droite que la gauche avait donné au gaullisme, et en lui adjoignant le mot décomplexé, le bon Jean-François Copé vient donc tout bonnement de tuer le père, toute honte bue, et d'enterrer le gaullisme, ni plus ni moins, cher Robert. Alors je repose la question, le très décomplexé Jean-François Copé pourra-t-il seulement remettre un jour les pieds à Colombey, les deux églises? Non, mon Jean. Mais pas que lui. Et on ne manquera pas de vous tenir au courant. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci, bon Jean. Alors moi, je vais changer de registre. Je vais vous parler de l'association Cocopelli. L'association Cocopelli a été condamnée le 12 juillet dernier par la Cour de justice de l'Union européenne à payer à l'entreprise Graine Beaumont 100 000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Cet arrêt a été rendu. Le tort de Cocopelli, proposer sous diverses formes des semences non inscrites au catalogue officiel. Le catalogue officiel, c'est une sorte de cadre légal qui est défini par une directive européenne. Ça veut dire que pour qu'une semence y figure, elle doit répondre à toute une série de critères et être, entre guillemets, homogène, c'est-à-dire ce sont des plantes identiques. Tout le problème est là. Par essence, les variétés anciennes ne sont pas homogènes. La logique est à la productivité, au secteur industriel, au détriment des autres types de développement agricole. Et cette inscription a par ailleurs un coût très élevé. À savoir, au jour d'aujourd'hui, 5 compagnies semencières contrôlent 75% de la semence potagère au niveau mondial. À titre d'exemple, sur les 106 hybrides F1 de courgettes inscrites dans le catalogue 2004, 83% sont en fait la propriété de seulement 3 multinationales, Limagrain, Monsanto et Syngenta. Alors, qui est l'association Cocopelli ? C'est une association à but non lucratif fondée en 1999 dont les militants œuvrent pour la libération de la semence et de l'humus et la protection de la biodiversité alimentaire.
Elle rassemble tous ceux et toutes celles qui souhaitent préserver le droit de semer librement des semences potagères et céréalières, de variétés anciennes ou modernes, libres de droit et reproductibles. Rassemblant aussi tous ceux et celles qui souhaitent continuer à chuchoter à l'oreille de leurs voisins les recettes des purins de plantes comme l'ortie, la prêle et d'autres ingrédients naturels et peu onéreux, sans se voir accusés de concurrence déloyale envers des multinationales vendeuses de poison. Grâce à un réseau propre de producteurs et avec la participation active des adhérents, l'association maintient une collection planétaire unique de plus de 2200 variétés de plantes potagères, donc céréalières, médicinales, condimentaires, ornementales, à savoir plus de 650 variétés de tomates, 200 variétés de piments, 150 variétés de courges, etc., etc. Il est possible de résister à l'échelle locale et européenne. Un exemple, les pouvoirs locaux, communes et municipalités peuvent jouer le rôle de plateforme d'échange entre citoyens et associations qui veulent promouvoir la biodiversité. Le maire de Grigny, dans le Rhône, M. René Balme, a ainsi choisi de désobéir et d'acheter des graines interdites à Cocopelli et de les distribuer le 29 septembre à la population et aux participants d'un colloque sur la désobéissance. Donc sur le site de Cocopelli, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut trouver également des articles de fond sur l'agroécologie, les OGM, la contamination radioactive de la chaîne alimentaire au Japon, etc., la proposition de certains stages. Merci beaucoup, Dominique. Et tu peux le donner, le site, je ne l'ai pas noté. Je pense qu'en tapant Cocopelli, on y arrive directement. Donc Cocopelli, c'est K-O-K-O-P-E-2-L-I. Et ça doit être .org, non, pour une organisation comme ça, non? Je sais pas. On va vérifier. Puis on vous dira OK.
C'était Monsanto, interprété par Mysticalis. Alors, en vérifiant sur Internet, l'adresse de Cocopelli, c'est cocopelli-semence.fr. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, 89.4 MHz, sur radio sans Dieu, sans mètres, sans pub, à Racaille 174, avec Piquet-Cou à la régie, notre Jean à l'histoire de l'art et à la préparation de tous ces textes super que vous écoutez ce matin. Et Shlomo qui part dans le poste, qui fait un petit peu le lien entre tout ça, pour dire tout de suite que Jean va nous parler, faire un commentaire sur les écrits sur les peintres de Robert Desnos. Est-ce qu'on dit Desnos ou Desnos? Moi j'ai toujours dit Desnos. Ouais, moi aussi. Bon. 1900-1945, Robert Desnos. Alors dans le recueil dont Piquet-Cou va vous lire un extrait, rassemble les papiers que le poète antifasciste a consacré aux peintres entre 1922 et 1944. Tout au long de ces années, c'est très rigolo d'ailleurs, à lire comme ça dans la foulée. Ses goûts vont évoluer sans cesse, de Picabia à l'Abysse ou Picasso. Avec le temps, c'est ça qui est intéressant, les questions qu'il adresse aux œuvres d'art, le regard qu'il pose sur elles se déplace. Un cheminement qui nous rappelle qu'un Desnos peintre hantait le Desnos écrivain qui a prévalu. Et l'on ne peut, à la lecture de ce beau recueil, oublier que dans l'ancienne Égypte, un seul mot signifiait à la fois écrire et peindre. Sur Hans Arp. L'œuvre de Arp illustre à merveille ce que nous disons de la technique soumise à l'esprit. J'entends bien que les esprits chagrins s'étonneront des moyens employés par lui. Mais n'est-ce pas ici le lieu où proclamer une fois pour toutes qu'aucun procès de tendance ne saurait être instruit contre un peintre en ce qui concerne la matière traitée par lui et le traitement qu'il lui inflige? L'esclavage de la matière n'est heureusement pas encore aboli. Sur John Constable. Lourd, dense, pesant, les ciels de Constable évoquent les époques fabuleuses, les rochers originels à l'état de vapeurs et de fantômes, les volcans légendaires de la parturition terrestre. Seule la terre ici nous est secourable. Le temps de cailloux et de pierrailles est hostile. Mais combien de temps le paysage nous offrira-t-il un abri sûr? Sur Père Krog, il n'y a de véridique que l'exceptionnel. Sans cet exceptionnel, ce merveilleux, pas de réalité. Mais aussi, sans cette réalité, pas de merveille. Il ne s'agit pas de faire le procès de la réalité, comme certains l'ont cru, mais de briser les frontières qu'on a prétendu mettre autour d'elle et de dire une fois pour toutes qu'il n'est pas d'illusion, pas de mirage, que si le langage écrit, parlé ou peint peut commettre des erreurs, l'œil, l'odorat ou le toucher ne peuvent se tromper, que ce qui est formulé est créé et qu'on ne formule rien impunément. Précisément parce qu'il manifeste toutes les qualités, toutes les inquiétudes de l'homme et de l'homme en présence de la réalité et du merveilleux, je veux dire ici la joie que m'ont causé les œuvres de Père Krog récemment exposées. Sur Félix Labisse. Labisse, après avoir illustré le monde, le découvre dans sa merveilleuse réalité. Cette réalité incluse dans toute idée valable de surréalisme, cette réalité qui ne signifie pas soumission aux formes extérieures, mais possession de la matière et victoire sur elle. Il ne sera pas surprenant de voir l'Abysse célébrer ses noces avec cette planète, qui est bien ce que nous possédons de plus sûr dans le ciel, de le voir célébrer ses noces terrestres avec la sensualité qu'interdit tout art intellectuel. Sur Lucien Laforge. La peinture de Laforge est une peinture qui ne se préoccupe ni d'être actuelle, ni de plaire. Mais elle plaît à quiconque aime la probité, la sève et la constance à travers les accidents du destin. Et c'est parce que, dans ce sens, la constance est une vertu française qu'il nous plaît de saluer en Laforge un vrai peintre français issu de notre sol, de nos villes et de nos visions. Sur André Masson. André Masson nous exprime loyalement l'aspect des bêtes. Il ne se livre à aucun rapprochement pictural anthropomorphique. La manière de ses tableaux est généralement extrêmement délibérée. Le tracé en est rapide, énergique, sans remords. Il semblerait que sous le pinceau, la plume ou le pastel, les animaux qu'il propose à notre intention dans les attitudes de la fureur et de la violence aient été créés par lui au temps d'une imaginable genèse.
Merci Piquet-Cou. Alors on voit un petit peu à travers ces quelques extraits qu'il avait une espèce d'obsession, je trouve, sur l'asservissement de la matière par l'esprit. C'est assez rigolo, ça revient régulièrement, quel que soit d'ailleurs l'artiste duquel il parle, il utilise souvent ce biais pour évoquer l'œuvre de l'artiste en question. Voilà, les écrits sur les peintres de Robert Desnos sont publiés aux éditions Flammarion dans la collection Champ Art. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Maître Robert Oberkan, fille du calvaire ou République. Téléphone de Publico 01 48. Il s'est même aidé avec ses petits bras aujourd'hui. Ah oui, c'est un moment fort de l'émission. Ah oui, c'est un moment fort de l'émission, mais enfin, il n'y a que nous qui en avons profité, c'est dommage. Téléphone de Publico, donc 01 48 05 34 08 et site internet librairie-publico.com. Tu portais dans ta voix comme un chant de Nerval quand tu parlais du sang, jeune homme singulier. Scandant la cruauté de tes vers réguliers, le rire des bouchers t'escortait dans les halles. Tu avais en séjour ces accents de gageure que j'entends retentir à travers les années. Poète de 20 ans d'avance assassiné et que vengeait déjà le blasphème et l'injure. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne, comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne. Debout sous un porche, avec un cornet de frites, te voilà par mauvais temps près de Saint-Méry. Dévisageant le monde avec effronterie, de ton regard pareil à celui d'Amphitrite. Énorme et palpitant d'une pâle buée, et le sol à ton pied comme au sein nu l'écume se couvre de mégots, de crachats, de légumes dans les pas de la pluie et des prostituées. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne, comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne. Et c'est encore toi sans fin qui te promène, berger des longs désirs et des songes brisés. Sous les arbres obscurs dans les Champs-Élysées, jusqu'à l'épuisement de la nuit, ton domaine. Oh, la gare de l'Est et le premier croissant, le café noir qu'on prend près du percolateur. Les journaux frais, les boulevards pleins de senteurs, les bouches du métro qui captent les passants. Je pense à toi, parti de Compiègne, comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne. La ville un peu partout garde de ton passage une ombre de couleur à ses frontons salis. Et quand le jour se lève au Sacré-Cœur pâli, quand sur le Panthéon comme un équarrissage, le crépuscule met ses lambeaux écorchés, quand le vent hurle au loup dessous le pont au change.
le soleil au bois roule avec les oranges, quand la lune s'assied de clocher en clocher. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne, comme un soir en dormant, tu nous en fis récit, accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne. C'était Robert le Diable, interprété par Francesca Solville sur un poème d'Aragon. Sur Radio Libertaire, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub, et tout de suite, nous allons... Jean va prendre la parole pour vous causer dans le poste de Félix Labisse. Aragon qui se prend pour Jean-Roger Cossimon. Oui, parce que moi, j'ai incinéré que c'était peut-être une chanson de Cossimon. Et la musique de Jean Ferrat, non? Non, il y a Jean Ferrat qui l'interprète aussi, en fait. Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Okay. Oui, c'est ça, mis en musique par Jean Ferrat, effectivement. Donc il y a une interprétation par Jean Ferrat. C'est ça qui donne ce côté Aragon mis en musique par Jean Ferrat, on dirait du Cossimon. Non, je plaisante. Oh, bah, pas moi. Pour vous parler d'un peintre surréaliste qui a énormément intéressé Robert Desnos. Aujourd'hui, on se demande pourquoi. Qui m'a, moi, beaucoup intéressé du temps de mon adolescence boutonneuse. J'aurais bien aimé faire la rencontre dans la rue, par exemple, de ces femmes bleues, toutes bleues et toutes nues. Hein. Mais aujourd'hui, je regarde ça avec un œil différent, quoi. Voilà. Félix Labisse, c'est 1905-1982. Et d'un seul coup, je préfère les femmes vertes. Non, mais je préfère les femmes vertes, en fait, aujourd'hui. Ouais. Hein, d'un seul coup, la température a monté. Il est temps de la faire tomber. Il faut préciser que, sans doute grâce ou à cause de sa diffusion par l'estampe, l'érotisme de bon goût, attention, hein, on reste dans des... Oui, c'est pour... Dans les limites de la décence. L'érotisme de bon goût de Félix Labisse a connu un énorme succès public, hein. Un peu oublié aujourd'hui, mais enfin, ce qui ne manqua pas de lui attirer à l'époque les foudres des critiques d'art. Attention, hein, le succès, toujours suspect, tu sais bien, mon cher. Et ça, c'est très particulier à notre espace géographique. Oui, c'est bien possible. Oui. Ouais, c'est finalement ses pairs les artistes qui furent le plus tendre avec lui, en dehors de Desnos. Il y a eu ainsi André Breton qui lui écrivit « Vos diablesses sont magnifiques ». Voilà, ça c'est ce que pensait l'adolescent boutonneux que j'étais. Et Breton aussi. Probablement aussi. Et Breton aussi qui lui avait... Sans doute. Ou encore Jam Sensor qui s'adressa à lui en ces termes « Peintre extraordinaire, vos accents déchirants déforment des femelles dominées par l'effroi, longues amoureuses minables, aux doigts interminables, femmes collantes, gommeuses, arabiques des écoles périmées, rosières comestibles assassines désorbitées des fortifs déclassés, iroquoises batailleuses. Et les peintres goulus, arachnéens avides de proie, hurlent à l'unisson et de concert, gare à toi, Félix, oiseau bleu, papillon téméraire, tu as frôlé nos toiles bien tendues, enduites de saccharine et tissées de fils frais. Je vous salue, Félix, plein de grâce. C'est pas beau, ça? Méritait-il tout ça? C'est une autre question. Ou encore Jacques Prévert qui lui dédiait carrément ce poème. Et il montre de belles images délicatement ensanglantées. Et un coup de rouge pour l'Abisse, nous le boirons à sa santé. Et un coup de clairon pour les autres, tous les autres à qui ça plaît. Mais aussi Paul Éluard qui lui dédiait celui-ci. Mes aspects sont variés, j'ai du poil, j'ai des plumes, et l'écorce d'un arbre augmente ma peau brune, j'ai de la terre au creux de ma main, je me love comme un fleuve sans eau, où les baigneurs se noient, j'ai des griffes, des crocs, j'ai des lèvres d'écailles, et des lèvres de soie, et de miel et de glu, pour enrober l'azur, et sa salive fade. C'est jouissif. Ouais. Rêvons, cher Robert. Un jour peut-être, un tel littérateur écrira comme ça sur ta peinture ou sur la mienne.
Ou encore Philippe Soupeau, qui disait de lui: Félix Labisse a plus de 40 ans et il est un créateur qui ne cesse pas d'évoquer ce qu'on croyait perdu. La peinture n'est plus esclave d'elle-même. Il a réussi à rompre certains liens et avec une étrange facilité. Il scelle ce qu'il ne veut pas, ce qu'il craint. Il a reconnu ce qui demeure valable. C'est parfois un retour vers le passé, parfois une certitude de l'avenir. Je suis très satisfait de cette rencontre avec un peintre vivant qui n'est pas perdu dans l'esthétisme, ni figé par contentement de soi. Oui, c'est vrai que l'inverse est plus répandu. Oui. Né à Douai et parfait autodidacte, ça tu y seras sensible. Ça c'est important. Je commence à le connaître, mon Robert, je vous raconte pas. Je sais mettre glisser par-ci par-là des petites phrases qui lui font plaisir, ou voire qui le réveillent carrément. Donc, né à Douai et parfait autodidacte, Félix Labisse s'était installé en 1927 à Ostende, où il fit la connaissance du précité Jam Sensor. 10 ans plus tard, il entre en contact avec Magritte et Delvaux. Il se disait inspiré par la démonologie traditionnelle. Sa peinture appliquée, pour ne pas dire léchée, aux couleurs chatoyantes, avec une prédilection pour les bleus profonds et les rouges carmins, décrit des objets minéraux en suspension ou des corps voluptueux, avec un raffinement qui n'est pas à l'abri, mon pauvre Félix, d'une certaine monotonie. Mais c'est toujours pareil avec l'exploitation d'une recette qui a rencontré les faveurs du public. Tu en seras d'accord avec moi, mon cher Robert. Plusieurs de ces toiles se présentent comme des illustrations de thèmes ésotériques. Par ailleurs, Félix Labisse était un collectionneur averti d'objets de magie et de gris-gris en tout genre. En dehors de ses activités de peintre, il a beaucoup travaillé, ça nous ramène à Christian Bérard de la semaine dernière, il a beaucoup travaillé comme décorateur de théâtre, notamment pour Jean-Louis Barrault, lui aussi, tandis que j'agonise en 1935 d'après Faulkner, ou Les Nuits de la colère en 1946 d'après Salacrou. Il y a eu aussi le procès de Kafka, le partage de Midi de Claudel, ça c'était pour lui. Non, pour Louis Jouvet aussi, c'était aussi pour Jean-Louis Barrault. Pour Louis Jouvet, Le Diable et le bon Dieu en 1951 de Sartre, ou encore pour les ballets du marquis de Cuevas, Piège de lumière, ça c'était en 1952. Voilà, un lien pour Félix Labisse sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com.
C'était Juliette qui interprétait Impatience. Sur Radio Libertaire, sans Dieu, sans mètres, sans pub, 84 MHz à Racaille, la 174e, Pic et Coup, Jean Émoué, qui va vous causer tout de suite du camarade André Masson. Si je dis camarade, c'est pas innocence, parce que ses fréquentations étaient douteuses. Fréquenter les cocos et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, on pourrait penser que c'est un individu douteux, et qui est né et l'a glissé au siècle dernier. Je vous donnerai pas les dates parce que vous connaissez mon sentiment là-dessus. Vous pouvez trouver tout ça sur le net d'ailleurs. Après avoir pétaradé dans les cercles quasi mafieux de l'intelligentsia parisienne où sévissaient des Aragon et Mantilles, Breton et Pégassine, vous pouvez vous référer à Wikipédia pour plus d'infos sur son carnet d'adresses. Pour faire une litanie, c'est toujours, moi ça me perturbe gravement parce que ces gens-là, ils se rencontraient tous entre eux, ces gens qui sont devenus célèbres et tout, et moi je cherche vainement dans mes relations, à part mon genre, sûr, je cherche vainement dans mes relations des gens célèbres. Bon, je pense que je la glisserai. Voilà. Si t'as trouvé que moi comme personne célèbre, c'est sûr que tu dois pas chercher où il faut. Oui, enfin bon, j'en ai connu une autre, mais bon. Il est grièvement blessé à ce qu'on appelle la Grande Guerre. Je trouve ça toujours un petit peu con, mais enfin bon. Et ce traumatisme lui restera en travers tout au long de sa vie. Et ça, on peut le comprendre. C'est pas le seul. À ce moment-là, il n'y a pas de cellule psychologique pour faire oublier toutes ces choses terrifiantes qu'ils ont dû subir. Et il haïra, depuis cette participation à la guerre, toutes les formes de violence. Cette haine qu'on peut, avec un peu d'imagination, retrouver dans son œuvre, qui est très, très, très tourmentée, et prolixe au-delà de toute comptabilité, peinture, dessin, gravure, sculpture, vraiment par milliers. Il a aussi inventé un procédé de projection de sable sur un support enduit de colle, qu'il peut ensuite colorer ou travailler dans le relief. Et c'est aussi l'inventeur du dessin automatique. Enfin, je sais pas si c'est vraiment l'inventeur, mais en tout cas, il l'a pratiqué et qui a donné des idées à Jackson Pollock et Arshile Gorky. Et c'est vraiment sur Jackson Pollock, je veux pas vous dire que c'est pas pour faire ma promo, mais pour vous dire que vraiment, sans savoir ça, dans l'œuvre de Masson, je me dis putain, mais on dirait du Pollock. Il y avait des choses, c'était pas du tout du dripping, mais ça annonçait quand même. Et alors c'est toujours pareil, ça a été occulté cette histoire de Pollock, de Masson par le marché de l'art américain. Voilà, c'est sûr, bien sûr. C'est les Américains qui ont inventé tout ça, c'est pas les surréalistes français, alors que il est prouvé que ils ont pompé à mort évidemment l'inventivité, l'invention extraordinaire, l'imagination des surréalistes, parce que même si je suis pas fan de tous les surréalistes, je dois dire que quand même c'est une période faste pour la création. Ouais. Voilà. Alors il étudie, pour voir un peu quand même parler de son curriculum, où il étudie successivement à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, puis aux beaux-arts de Paris, avec des maîtres un peu connus quand même, et puis boursier, parce que c'était un bon, et il fait un virons en Italie, comme c'était encore la tradition jusqu'à peu. Il y a toujours une académie à Rome ou des prix de Rome, etc. Mais enfin, c'est beaucoup moins fréquent qu'avant que les artistes aillent en Italie pour faire leur coming out, si on peut dire ça comme ça. Puis s'engage dans l'infanterie. Alors, bien sûr, je reviens sur ce que je vous disais au début, pour un peu l'expliciter, c'est qu'il s'engage dans l'infanterie, et ça c'était, il était en Suisse à ce moment-là, j'ai pas très bien compris ce que la Suisse venait faire là-dedans, ce qui lui vaudra, ce dont j'évoquais au début, là, c'est d'être grièvement blessé, et puis pas n'importe où, c'était au Chemin des Dames, pendant l'offensive qui a tué des dizaines de milliers d'êtres humains. Voilà. Bon. Puis il s'engage, c'est dit, le front derrière lui, blessé, comme je vous l'évoquais au début de ce papier, grièvement. Alors le front derrière lui, il se tire dans le sud, à Céret, où beaucoup d'artistes de cette époque et même d'avant sont allés se refaire une santé, comme par exemple Haïm Soutine. Mais je parle de Haïm Soutine parce que vraiment il a fait c'est un grand cas celui-là. On en avait déjà parlé. Il a fait des paysages pour moi
extraordinaires, mais son obsession, c'était de tous les détruire. C'est que, voilà. Puis, c'est la litanie des rencontres avec tous les artistes qui ont fait l'histoire de l'art moderne. Et puis enfin, c'est Ken Weller, le marchand de Picasso. Et à partir de là, on peut dire que sa carrière artistique est sur les rails. Comme je le disais toujours au début de ce papier, mais je radote un peu, c'est là, je vous pardonnerai. Je boucle une œuvre pléthorique, mais alors gravure, illustration, décoration de théâtre, même d'un appartement, création de costumes et expo au pluriel à New York. J'ai découvert les différents aspects de son œuvre dans le petit musée municipal Paul Digny de Villefranche-sur-Saône, celui-là même où fut découvert dans ses réserves une magnifique peinture naturaliste, on en a déjà parlé, les glagneuses fuyant l'orage du parfaitement inconnu Pierre-Edmond Hédouin. Voilà, comme beaucoup de peintres naturalistes, et cette découverte de Masson, pas d'Hédouin, parce que d'Hédouin je l'ai découvert après. Cette découverte de Masson, de son œuvre, enfin autre que m'a profondément marqué. Je connaissais quelques lithos de lui dans la collection de Gordon Fraser à Londres, mais j'ai jamais été confronté à ses peintures, ses dessins, ses gravures autres que les lithos. La violence des couleurs, des formes participe d'un univers, pour moi, fantastique. Mais bon, c'est mon ressenti personnel. Parce que tout s'enroule, tourbillonne, s'emmêle, crache, se dissocie et se calme aussi brutalement dans certains beaux dessins où c'est seulement une ligne, enfin c'est un peu où il fait des choses tout à fait calmes, tout à fait sûres, classiques. Peut-être qu'il faut chercher aussi cette espèce de créativité bouillonnante dans sa culture, un savoir qui plonge ses racines dans la Rome antique et la Grèce des philosophes, dont il connaissait admirablement les œuvres. Oui, il n'y a rien qui est complètement innocent dans la création quand elle est à ce niveau-là. Elles étaient un bréviaire de sa démarche qui redonne vie et force aux mythes antiques et les dépoussière de toute approche conventionnelle. On peut dire qu'avec Masson, les conventions étaient vraiment foutues en l'air. Il va au cœur des forces naturelles qu'il concrétise, parcourant le formidable catalogue de ses thèmes les plus audacieux, les plus érotisés, tant la mythologie explique les figures, les grandes forces naturelles. Picasso a fait aussi un peu ça. D'ailleurs, il y a des œuvres de Masson qui sont. Alors, est-ce que c'est Masson qui a influencé Picasso? Je le crois. Plutôt que Picasso a influencé Masson, parce que vous connaissez la phrase célèbre. Ah oui, dis donc Pablo, hein, tu pompes tout le monde. Et Pablo de répondre à Masson, non, André. Seulement les meilleurs. Alors son dessin, on peut dire qu'il a la violence des déflagrations qui sculptent la terre, la netteté de la blessure qui annonce la naissance et la mort. C'est pas de moi tout ça, c'est trop bien pour que ce soit de moi. Dans un va-et-vient entre ces pôles qui enserrent la vie de chacun. Poète des excès, ça je suis parfaitement d'accord. André Masson donnait la démesure du rêve surréaliste qui était de conquérir les territoires inconnus du subconscient. Et je crois qu'il a réussi sa mission complètement.
C'était Marc Augeret qui interprétait « Tu n'en reviendras pas ». Oui, c'était un petit rappel de Masson à la guerre. Et puis pas que lui, il y a beaucoup comme Apollinaire, comme tous ces gens-là. Puis Piquet-Court aurait pu nous mettre la bulle rouge. Le problème, c'est que ça te fait chialer. Alors bon. Là aussi, il faut que je me retienne. Mais la butte rouge, je l'ai pris au cas où on ait du temps un petit peu à la fin de l'émission. Voilà. Ouais. Donc moi maintenant, je vais vous parler de Lucien Laforge. Alors je vais donner ses dates. 1889, 1951. Parce que j'ai vu la tête de Jean quand Robert a omis de donner les dates. Bon. Alors, il est né du... moment Jean, écoute, je t'aime. Hein, oui, mais enfin, si tu deviens désobéissant comme ça... On a bien vu que c'était quand même... Robert, tu ne pouvais pas le voir, mais... Donc, Lucien Laforge est né d'une mère peintre miniaturiste et d'un père premier violon à l'Opéra de Paris. Donc, après une longue hésitation entre musique et dessin, il choisit finalement le dessin. Foncièrement anticonformiste et rebelle à toute discipline, il opte pour un art nouveau, coloré et sensuel. La peinture ne lui permettant pas de vivre, il devient illustrateur et dessinateur. Comme beaucoup de rappeurs. Menant une existence proche de la pauvreté, il ne consentit jamais à la moindre concession. Moi, ça, j'adore. Pacifiste viscéral, il simule la folie et se fait réformer par 2 fois en pleine guerre, en 1915 puis en 1917. Ça, il faut le faire. Hein. Il débute dans des journaux de divertissement tels que Page Folle et Tout Paris, puis après dans des journaux engagés de gauche et anarchistes. Alors Les Hommes du Jour, Le Journal du Peuple, L'Humanité, Clarté, Le Canard enchaîné et Le Libertaire. C'est donc un peintre peu reconnu qui gagne sa vie comme illustrateur et on remarque son trait efficace, ses couleurs vives, donc des traits originaux en ce début du XXe siècle. Son œuvre d'illustrateur se situe peu avant et peu après la guerre. Donc il a illustré Les Mille et une nuits, un premier tirage des illustrations en noir et couleur, un trait simple, rond, épais, des compositions à la limite de l'abstraction. C'est un des premiers albums illustrés en rupture avec la tradition de la fin du 19e. C'est un peu le début de l'album moderne. Il a illustré Les Infortunes d'Ogier Danois, 22 dessins, Les Contes de Fées de Charles Perrault. Il publie en 1924 un magnifique abécédaire de style Art Nouveau, réédité en 2010. C'est un ouvrage recherché aujourd'hui qui a nécessité plus de 3 heures de calage par page chez l'imprimeur. Un papier de qualité, Tintoretto, qui a été choisi pour respecter au mieux l'impression qui a été faite au pochoir en 1924. Les couleurs restent vraiment très fidèles à l'original. Il illustre également les livres de Gustave Coquio, Lucien Descaves, Charles Baudelaire, Gaston Dumès, François Rabelais. Donc à titre d'exemple, Ronge-Maille vainqueur de Descaves, c'est un ouvrage qui est censuré pour son propos contestataire vis-à-vis de la guerre encore inachevée. La ménagerie du Merle Blanc, 20 dessins pour illustrer 20 petites fables dont un animal est le protagoniste à chaque fois, dans un style humoristique ubuesque, qui est imprimé en bleu, blanc et vert pour la couverture. Des 4 saisons de l'année de Rabelais, Laforge illustre très librement et libertinement le texte de Rabelais, avec des femmes girondes dans des tons rouges, blancs et noirs. Interview posthume également, il passe au vitriol les personnages marquants de notre histoire en relevant les vices de la nature humaine sur un ton cru, un ouvrage virulent. Donc Le Crapouillot, Le sang des autres, une couverture représentant un groupe d'hommes riches autour d'une coupe de sang, illustration qui convient bien à un journal qui fut distribué dans les tranchées dès 1915 et qui se veut plus réaliste et satirique que la presse de son époque. Pierre Macorlan écrivait dans la revue Art en avril 1952 un article intitulé « Les solitudes surpeuplées ». Laforge et Gus Buffat, alors Gus Buffat, un illustrateur de l'entre-deux-guerres, Lucien Laforge, dont la vision est souvent encline à la violence, comme tous les artistes aux apparences misanthropiques, est un homme également enclin à la pitié et à une indéfinissable tendresse pour ces monstres apaisants. L'époque où vécut Laforge permettait ces visions étudiées de la vie fantastique des sociétés coincées entre 2 guerres. Gus Buffat et Lucien Laforge me semblent bien appartenir à un groupe de témoins à qui l'on doit faire confiance. Et 50 années après sa mort, son œuvre est redécouverte donc par des amateurs éclairés qui sortent de l'ombre ce grand peintre.
Et je terminerai par une de ces citations. « Tout est mort sauf la bêtise, et les hommes la nourriront comme un chat jusqu'à la fin. » Ouais. Très bien. Parfait. C'est un extrait des Ramasseux de morts, un poème de Gaston Coutet, interprété par Marc Robin et avec Gérard Piron. Alors pourquoi cette chanson? Parce que Laforge avait illustré dans un hors-série Les Hommes du Jour en 1911, un hors-série qui s'appelait La guerre et les guerriers, cette chanson de Gaston Coutet. Voilà, et tout de suite, notre Jean va vous parler des exploits à ne pas manquer. Mais alors, absolument à ne pas manquer. Ah ben non, alors. J'ai ma copine Tania qui est à la maison. Qui va pas les Je l'ai manquer. envoyé ce matin. Ah, tu l'as envoyé. À la Pinacothèque. Jean. Ouais. 2 expos qui ont lieu à peu près au même endroit, puisque c'est à la Pinacothèque 1 et à la Pinacothèque 2. Voilà. La première, c'est Hiroshige. Ça, c'est la Pinacothèque 1. C'est celle qui est à la Madeleine. Place de la Madeleine, ouais. Absolument. Et l'autre, c'est celle qui est en face. Non? Et c'est celle qui est dans la rue à gauche, quoi. À gauche, d'accord. C'est dans le 8e arrondissement de Paris. Et les Pas deux loin de sont chez valables Fauchon. jusqu'au 17 mars. Oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Profitez-en pour aller acheter Bah oui. des dates. Ils ont des très grosses dates. À 250 € le kilo. On peut goûter. C'est valable jusqu'au 17 mars 2013. Mais vous pouvez aller les faucher. Hein. Ah bah oui, chez Fauchon, c'est... Et puis voilà, vous les emballez dans un mot de libertaire que vous aurez piqué au kiosque au centre de la place. Enfin bon, Ouais, c'est ce que Robert appelle la reprise individuelle. voilà. Hein. Malgré sa notoriété au Japon et aussi dans le monde, la France semble avoir ignoré, oublié ou même négligé le Léonard de Vinci japonais. Le Léonard, parce que si en France on connaît surtout Hokusai, au Japon, la star, le grand classique de l'art japonais, c'est Hiroshige. Hein. Alors l'exposition que la Pinacothèque de Paris présente aujourd'hui est l'occasion d'une mise en perspective unique, puisque l'œuvre de Hiroshige a été la principale référence de Vincent van Gogh. Hein. C'est lui qui de loin l'inspira le plus, au point que toutes les scènes et tous les paysages peints par Van Gogh à partir de 1887 sont comme des références directes ou indirectes à l'art d'Hiroshige.
L'exposition Hiroshige est d'ailleurs présentée concomitamment à l'exposition Van Gogh, comme en étant la seconde partie. Ceci pour permettre de rendre tangibles les confrontations entre les deux artistes et surtout pour pénétrer, comme Van Gogh le fit en son temps, dans l'univers exceptionnel de Hiroshige. Un univers qui est avant tout celui du voyage, nous faisant emprunter les deux routes qui relient Edo à Kyoto, mon cher Robert. Mais c'est évidemment avant tout un voyage intérieur auquel nous invite Hiroshige, un voyage de méditation. Et puis donc Van Gogh, ça c'est à la Pinacothèque 2, 8 rue Vignon. Mais attention, on change d'arrondissement, c'est le 7509, mais ça doit être à 50 mètres à peine. Toujours jusqu'au 17 mars 2013. Il est aujourd'hui légitime de se demander si l'analyse des troubles psychiques graves de Van Gogh n'a pas finalement fait oublier l'essentiel. Une approche plus traditionnelle de son œuvre permet de constater que ses références vont vers un art qui est le contraire de celui qu'il a produit, celui de Hiroshige. Un art dont toute la philosophie repose sur la solidité, la composition, la sérénité, le voyage et la paix intérieure. Cette rencontre des contraires est rendue possible grâce à l'exposition simultanée donc de l'art de Van Gogh et de celui de Hiroshige à la Pinacothèque. Une confrontation qui permet de se rendre compte que les références japonaises de Van Gogh ne sont pas réduites à quelques œuvres phares, copie évidente du maître d'Edo, c'était l'ancien nom de Tokyo jusqu'en 1868, mais que la majorité de ces paysages à partir de 1887 sont construits autour d'un système référentiel au centre duquel se retrouve presque systématiquement l'œuvre de Hiroshige. Voilà. Ça donne envie d'y aller, mon Jean. Merci beaucoup pour ce... On a tous dans la tête des corbeaux qui s'envolent vers un ciel bleu marine. Un sentier qui s'arrête, un nuage qui s'affole, une fin qu'on devine. On a tous dans la tête une sale idée fixe dans un café de nuit. Une horloge qui s'arrête à jamais sur le 10, un peu après minuit. On a tous une ville, une ferme, une lande qui ressemble à État. Des amours en exil, des souvenirs en Hollande, des passions qui s'éteignent. On a tous dans sa vie un lit abandonné, une chambre fidèle. On a tous eu envie, un soir d'y retourner, une nuit sans sommeil. On a tous dans la peau un tableau, on a tous dans le sang la folie d'un moment. On peint tous ses défauts au couteau, on a tous dans le sang le regard de Vincent. On a tous dans un port, comme sur le quai d'Anvers, des bateaux amarrés. On a tous vers le nord eu la peur de l'hiver, dans un brouillard épais. On a tous une femme pliée dans la mémoire, un modèle au sein nu. On a chacun ses draps, on se coupe au rasoir, dans ses portraits déçus. On a tous dans la peau un tableau, on a tous dans le sang la folie d'un moment. On peint tous ses défauts au couteau, on a tous dans le sang le regard de Vincent. On a tous dans la tête des corbeaux qui s'envolent vers un ciel bleu marine. Un sentier qui s'arrête, un nuage qui s'affole, une fin qu'on devine. C'était Romain Didier qui interprétait le regard de Vincent. Ouais, qui ressemble foutrement à un autre chanteur. Bernard Lavilliers. À Bernard Lavilliers, oui. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, en Dieu sans Bitsopi, Baracay, la 74e, Piquet-Cou à la régie, notre Jean à l'instruction publique, c'est notre hussard noir, je le rappelle. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec ça. On va parler tout de suite d'une exposition d'une camarade que nous avons reçue ici, Amalia
pas Rodriguez, hein, Amalia Iguizabal. C'est ça, mon Amaya. Oui, Amaya, pardon, pas Amalia. Amaya Iguizabal. Non, c'est pas ça. Qui expose avec les 111 des Arts du 12 au 20 octobre, alors vous voyez, à la mairie du 8e, 3 rue de Lisbonne, à Paris. C'est une expo des 111, je sais pas si sont 111 artistes, pour aider la recherche médicale et améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés. Donc c'est une œuvre pieuse. Je vous donne l'adresse net, enfin www.les 111 des arts en alors les 111 les chiffres, hein, les LES 31 des arts tout ça c'est lié.org. Je répète, www.les111desarts.org et 111 en chiffres, pas écrit, enfin bon, avec des lettres, en chiffres, voilà. Donc c'est, je rappelle, du 12 au 20 octobre à la mairie du 8e, c'est pour améliorer les conditions des enfants hospitalisés. Et puis voilà, l'argent que vous aurez économisé en fauchant chez Fauchon, vous allez le dépenser là-bas. Par exemple, ou alors en revendant ce que vous avez fauché chez Fauchon. C'est encore mieux, je trouve. Ouais, parce que c'est pour faire un petit bénéfice, quoi. Alors aussi Dominique va Piquécou, alias des alias, on a une flopée. Esther, oui, va vous parler des manifestations de fin de semaine dans notre chère librairie Publico avec nos chers libraires Laurent ou Max. Alors, Publico, vendredi 12 octobre, à partir de 19h30, l'ai-je bien lu. Donc, après la librairie, c'est encore la librairie. Donc, Nicolas, simple lecteur, viendra présenter ce bouquin qu'il a lu et aimé, La pensée de Malatesta. Ce sont des textes réunis et présentés par Gaetano Manfredonia aux éditions Collection Anarchiste. Voilà, et pour samedi 13, donc à partir de 16h30, une rencontre avec Serge Ugeroyo pour fêter la sortie de son nouveau disque L'espoir têtu. Et alors, évidemment, on ne peut que vous encourager à faire le déplacement pour participer à ces réunions qui sont des réunions dites horizontales. C'est-à-dire que il n'y a pas de chef de réunion, il n'y a pas de vedettes qui sont là pour accaparer tout l'espace de parole, mais que c'est surtout une discussion entre participants, des liens qui se créent, etc. Quoi, c'est quelque chose d'un peu fusionnel comme ça. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui, enfin bon, il y a une polémique à ce sujet-là qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs parce que nos camarades Laurent et Max font tellement pour cette librairie que on ne peut que les encourager et éviter de trop les critiquer. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en ce moment à midi 20. Bref, dans les studios de Radio Libertaire et pour vous parler. Tu donnes pas les dates, tu vas quand même pas donner l'heure si tu veux bien. Hein. On parlait justement de cette radio que vous écoutez bien, qui a un son audible, mais pour pouvoir continuer à irriguer votre onde de stache avec cette magnifique radio, on fait là un peu, pas la franchement la manche, mais on édite une carte d'auditeur qui coûte 20 € que vous pouvez trouver dans notre chère, très chère et unique librairie Publico à Paris dans le 11e. Une carte d'auditeur donc de 20 €. Vous arrivez dans la librairie, ce lieu mythique, et vous vous adressez à Laurent ou Max, ça dépend de leur moment de permanence. À droite de l'entrée, il y a un petit bureau, là, il y a un ordinateur, ils sont derrière, ils vous disent voilà, je veux acheter la carte d'auditeur de Radio Libertaire. Alors ils vous donnent la carte, ils mettent votre nom dessus, et vous leur donnez en échange 20 €, ce qui permet à cette radio d'entretenir le matériel. Si c'est un matériel fragile, on doit changer des choses, on doit les réparer, on doit etc. C'est toujours de la thune. On a même notre porte d'entrée qui ferme quand elle a le temps. Et le devis, c'est entre 8 000 et 10 000 € rien que pour la porte d'entrée. Non, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut. C'est pour ça on fait appel à vous parce qu'on n'est pas quand même, on n'est pas submergé par les subventions. Vous savez que les associations depuis
depuis le dernier régime, parce qu'on peut appeler ça des régimes, sarkozystes, elles ont pris du plomb dans la tronche. Voilà. La librairie Publico, 145 rue Amelot, comme Jean vous le rappelle tous les mardis à la suite d'un texte de lui, il vous rappelle que vous pouvez trouver ou commander les livres dans cette librairie. Alors donc, on vous incite vraiment à vous déplacer à pied, en métro, en autobus ou avec un vélocipède pour entretenir vos muscles et votre souffle. Et là, vous trouvez toute une... des bouquins, je sais pas, c'est des gens qui me regardent et ça me déstabilise, mais enfin, vous trouvez des bouquins de littérature générale, et ça l'amuse en plus. Des bouquins, je crois qu'il le fait exprès d'ailleurs. Des bouquins de littérature générale, des bouquins militants, évidemment, chez les vrais anarchistes, on va pas vendre des bouquins non militants, c'est un petit peu notre boulot. Et puis, tout ce qui va autour de ça, une presse militante, révolutionnaire, des CD, des DVD, des fly, des t-shirts, des sweatshirts, des affiches, enfin tout un petit bazar qui met du gras dans les épinards. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas de parler, enfin, d'engager la conversation. Si vous avez des questions sur l'anarchie, sur des sujets comme ça, de parler aux permanents de service, qui sont des militants vraiment actifs et qui ne seront pas handicapés pour vous répondre. Et une discussion avec eux, c'est très enrichissant. Ça donne un petit peu l'avant-goût de ce que vous pouvez rencontrer le vendredi et le samedi à la librairie Publico, quand il y a justement des manifestations sur un livre, sur un film, sur une pièce de théâtre, sur une œuvre artiste de peintre. Nous-mêmes, à Racaille, on a animé une émission un soir à Publico, c'était à propos du livre de Garouste. Voilà, bon, on en a un bon souvenir. Et puis le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, avec un dépôt de presse à la librairie Publico. Vous pouvez aussi vous y abonner à la librairie Publico. Le Monde Libertaire qui sort tous les mardis en kiosque, qu'on peut avoir par abonnement, c'est le mieux pour le journal. Un magazine avec des textes comme la librairie, des textes généraux, des textes militants, des infos, des brèves, etc. Une bande de jeunes cartoonistes qui déménagent un peu. On n'a rien à envier à Charlie Hebdo, même si on n'a pas des gens aussi connus que Wolinski ou que Cabu ou que Charb. Il y a quand même des jeunes. Un petit numéro de caricature de Mahomet, peut-être, pour augmenter les ventes, non? Voilà, mais chez nous, il y a un grand débat là-dessus, justement. Bon, voilà. Oh bah, puis les débats ne finissent jamais, donc de toute façon. Oui, de toute façon, on l'a dans le cul. Bon. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. On va vous quitter parce qu'il y a une émission qui arrive derrière nous, animée par un camarade, une émission de musique, comment, Jean? Parce que moi, je me souviens jamais. Vrexismès. Vrexismès, de musique, comment? Un cocktail de musique radicale. Non mais arrête, il n'aime pas qu'on n'aime pas qu'on le présente. Il veut toujours être comme une surprise. D'accord, alors salut les mecs. Et les nanas, évidemment. Salut les mecs, je voudrais juste te dire un truc. On va fêter notre 40 millième visiteur sur le blog de l'émission. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine.